Bonjour à chacun, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'utilisation de l'amplificateur linéaire intégré, qu'on appelle aussi parfois l'amplificateur opérationnel. Et donc l'amplificateur opérationnel, il est représenté par, donc soit par un triangle, donc selon la norme, donc soit par un triangle donc qui est composé de deux entrées et une sortie, soit par un triangle, par un rectangle, plus au moins, avec une sortie. Et en réalité, l'amplificateur opérationnel, donc c'est vraiment donc une puce en fait qui comporte 8 pattes. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc à l'intérieur de cette boîte, donc vous avez, à l'intérieur de cette puce, vous avez l'amplificateur opérationnel. Et donc vous allez utiliser tout simplement trois pattes. Et bien sûr, ce composant, c'est un composant qui nécessite une alimentation. Et bien sûr, on ne le représente pas ici, mais l'amplificateur opérationnel, bien sûr, il nécessite une alimentation symétrique, donc plus 15 volts et moins 15 volts. Et pour simplifier le schéma, on ne va pas le représenter ici. Alors, donc là, l'amplificateur opérationnel, donc c'est un circuit intégré qui comporte des milliers, voire des millions de transistors, mais nous, on ne va pas s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va le prendre tel qu'il est, qu'il nous est présenté en TP. Donc là, l'entrée plus, c'est ce qu'on appelle donc l'entrée non inverseuse. On va voir pourquoi on l'appelle de telle façon. Et l'entrée moins, c'est l'entrée inverseuse. Et bien sûr, ici, vous avez une sortie. Alors, donc là, ce qu'on va essayer de faire, donc on va, par exemple, on va mettre à l'entrée plus, donc une tension V+, et à l'entrée moins, une tension V-. Et donc on va supposer que la masse, donc la masse de mon montage, elle est là. Et bien sûr ici, vous allez avoir la tension de sortie. On va appeler epsilon, donc c'est la différence entre la tension V+ et V-. Donc epsilon, c'est cette tension-là qui est entre l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse. Alors maintenant, il faut savoir que l'amplificateur opérationnel fonctionne en deux régimes. Donc vous avez le régime linéaire et le régime non linéaire. Donc d'abord, on va commencer par le régime linéaire. Donc par le régime linéaire. Donc il faut savoir qu'il y a un courant, en fait, les courants d'entrée, le I+, et le I-, donc on va les supposer nuls. Donc les courants d'entrée sont nuls. Et ici, vous avez un courant de sortie qui est de l'ordre de 20 mA. Donc on va voir ça, tout ça après. Donc en régime linéaire, donc lorsque vous injectez en fait donc une tension epsilon et vous récupérez une tension de sortie Vs, donc on va voir que Vs est relié à epsilon par mu0 epsilon. Avec mu0, c'est ce qu'on appelle le gain. Et epsilon 0, c'est la tension différentielle. On appelle parfois la tension différentielle. Alors, donc lorsqu'on trace donc Vs en fonction de epsilon, donc on va avoir deux zones. Donc là, on sait que l'amplificateur opérationnel est alimenté par plus 15 et moins 15. Donc là, ce que vous allez récupérer en sortie, il va être limité entre plus 15 et moins 15. Donc c'est impossible d'avoir une tension de sortie qui vaut par exemple 20. Donc il est limité par plus 15
moins V4. Donc là, ça veut dire que Vs est limité par plus Vsat, donc c'est ce qu'on appelle la tension de saturation, et moins Vsat. Et donc dans cette zone, lorsque Vs est égal à mu0 y, donc c'est ce qu'on appelle la zone linéaire. Donc là, ça vous donne une droite de pente mu0. Donc cette droite a une pente de mu0. Avec mu0, c'est le gain. Le gain ici, il est de l'ordre de 10 à la puissance 15. Ou 10 à la puissance 5 plutôt. 10 à la puissance 5. Et donc là, vous avez une autre zone. Donc là, cette zone, c'est la zone non linéaire. Donc là, cette région, ça s'appelle la région non linéaire, symétriquement. Et cette région en rouge, donc c'est la région linéaire. Donc c'est la région linéaire. Car Vs est lié linéairement à epsilon par ce mu0. Alors maintenant, on va essayer d'estimer cette tension différentielle. On va tout simplement calculer epsilon par... Donc on va prendre cette tension ici. Donc on va calculer cette pente. Donc ça fait Vsat sur la pente, donc sur mu0. Donc pour une tension de saturation de 15 volts et un gain de 10 à la puissance 5, donc vous allez avoir quelque chose de l'ordre de 15 x 10 moins 5 volts. Donc on voit que cette tension différentielle est très négligeable. Donc on va voir qu'après on peut la négliger lorsqu'on parle de l'amplificateur opérationnel idéal. Très bien. Alors maintenant, donc il faut savoir que l'amplificateur opérationnel, il a une impédance d'entrée et une impédance d'entrée inverseuse et non inverseuse qui est donnée par donc Z entrée plus. Donc c'est une impédance qui vaut donc la tension V plus sur le courant d'entrée I-. Et puisque le courant d'entrée ici il est négligeable, est égal à 0, donc on va voir que cette impédance tend vers l'infini. Donc c'est une impédance qui est infinie. Mais en réalité, cette impédance, elle est très grande, mais elle n'est pas infinie. Donc on va voir que l'amplificateur, en réalité, n'est pas idéal. Et donc cette impédance, elle est de l'ordre de 10 mégohm. Alors maintenant, on va parler de l'amplificateur opérationnel, donc un ALI idéal. Donc ALI, c'est l'amplificateur linéaire intégré. Donc lorsque vous avez un amplificateur opérationnel idéal, donc on va supposer que les courants d'entrée, les deux courants d'entrée sont nuls. On va supposer que le mu0, le gain, il tend vers l'infini, et donc cela a pour conséquence que epsilon qui est égal à mu0, donc là, c'est-à-dire que Vs, puisque Vs est égal à epsilon mu0, et Vs, donc Vs c'est une valeur qui est finie, puisque Vs c'est la tension de sortie, donc c'est une valeur finie. Si mu0 tend vers l'infini, donc si ce terme tend vers l'infini, epsilon est obligé de tendre vers 0 pour avoir une forme indéterminée, donc une valeur finie pour Vs. Et donc epsilon est égal à 0, et donc en régime, ou plutôt pour un amplificateur opérationnel idéal, donc vous avez epsilon est égal à 0, donc V plus moins V moins, et donc V plus, donc la tension d'entrée est égale à celle de la tension de la partie inverseuse. Donc la tension plus est égale à la tension moins, V moins. Et donc là, lorsqu'on trace VS, donc lorsqu'on trace Vs en fonction de epsilon, donc là dans la région linéaire, puisque epsilon est égal à 0, donc cette pente est négative, donc on va voir tout simplement quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là vous avez toujours plus V7, ici donc moins V7, et donc là on a le régime non linéaire qui est comme ça.
Donc là, cette zone, c'est le régime linéaire, comme pour l'amplificateur non idéal. Et ici, vous avez un régime non linéaire. Très bien. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle donc les limitations de l'amplificateur opérationnel. Donc, comme vous savez, l'amplificateur opérationnel, donc c'est un composant réel qu'on utilise dans les TP. Et comme tout composant réel, c'est un composant qui a des limitations. Donc limitations, ou les défauts, on les appelle parfois limitations de la LI. Alors, parmi les premières limitations, donc vous avez ce qu'on appelle le courant de sortie. Donc la première limitation, c'est le courant de sortie. Donc là, comme je vous ai dit au début de ce cours, donc là vous avez un courant de sortie IS qui est de l'ordre de 20 mA. Et donc ce courant de sortie là, il est limité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le dépasser. Donc le IS est toujours de l'ordre qui est de l'ordre ou inférieur ou égal à cette valeur Imax, I sortie max qui est égal à 20 mA. Donc ça veut dire que l'amplificateur opérationnel, il n'est pas fait pour les montages de puissance parce que son courant il est limité. Alors vous avez la deuxième limitation, c'est ce qu'on appelle les courants de polarisation. Donc les courants de polarisation. Et les courants de polarisation, donc c'est I+, et I-. Et on a supposé au début que le I+, et le I- sont nuls, mais en réalité, c'est pas le cas. Donc on va voir qu'ils ont une valeur qui est certes faible, mais ça reste non nul. Il est de l'ordre de quelques nanoampères, donc 100 nanoampères. Donc I+, I- sont de l'ordre de 100 nanoampères. Donc vous allez voir que les amplificateurs opérationnels récents, donc les amplificateurs opérationnels modernes, ils ont des courants de polarisation de l'ordre de femtoampères. Donc c'est vraiment très très négligeable. Alors la troisième limitation, c'est ce qu'on appelle la tension de décalage. Donc au début, on a donné la tension Vs qui est égale à mu0 y, et on a tracé donc sa valeur et on a trouvé quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, et vous avez la courbe donc en régime linéaire qui passe par le milieu. Mais en réalité, vous allez voir une tension supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la tension de décalage ou la tension de offset. Donc le offset, c'est que en fait la courbe en réalité va être décalée. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Avec ici, donc vous avez votre VD ici. Et on va voir que donc on peut remédier ça par donc des montages supplémentaires. Donc vous allez voir que l'amplificateur opérationnel, on l'utilisera rarement tout seul, mais on va lui associer des résistances, des capacités pour que ça soit utile et opérationnel. Alors la dernière limitation, ou plutôt l'avant-dernière limitation, c'est ce qu'on appelle la vitesse de balayage. Et donc là, il faut savoir que donc là, votre amplificateur opérationnel, donc lorsque vous lui injectez donc par exemple un Y, donc un courant d'entrée, donc il va vous donner en sortie un VS. Mais là, en fait, on va voir que donc là, donc si vous prenez par exemple un Y qui a un signal sinusoïdal, mais qui a une fréquence qui est très 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 grande en fait, c'est de l'ordre de 10 MHz par exemple. Donc vous allez voir qu'en fait l'amplificateur opérationnel il est limité dans cette vitesse de balayage, c'est-à-dire qu'il est incapable de suivre des signaux qui sont de haute fréquence. C'est-à-dire que lorsque l'amplificateur opérationnel donc il va essayer de suivre ce signal, donc par exemple de ce point à ce point-là,
on va voir que le signal d'entrée, puisqu'il oscille à une vitesse très grande, donc il va par exemple, donc le temps que l'amplificateur opérationnel met pour suivre le signal de là à là, donc le signal d'entrée, il va arriver là par exemple. Et donc on va voir que l'amplificateur opérationnel, il va faire quelque chose qui est comme ça. Et donc à la sortie, on va avoir un signal qui est déformé, qui ressemble à un triangle. C'est ce qu'on appelle la triangulisation. Et donc là, vous pouvez faire en TP, vous branchez votre amplificateur opérationnel, vous lui injectez une tension d'entrée qui a une fréquence qui est très très élevée et vous obtenez en sortez un signal qui est déformé, qui est triangulaire. Et donc si vous arrivez à calculer cette pente-là, donc je vais essayer de dessiner le signal déformé, donc il va ressembler à quelque chose qui est comme ça. Et donc si vous arrivez à calculer la pente de ce triangle, donc vous allez obtenir un sigma. Et donc ce sigma, c'est ce qu'on appelle la vitesse de balayage. Et cette vitesse de balayage, sigma, est égale donc à d de Vs, donc la dérivée de la tension de sortie par rapport au temps, en valeur absolue parce que ça peut être un négatif. Et donc l'amplificateur opérationnel, il va avoir donc toujours une valeur qui est inférieure à une sigma prime, et cette sigma prime est égale à 10 à la puissance 6 volts par seconde. On peut écrire aussi 1 volt par microseconde. Donc c'est-à-dire que l'amplificateur opérationnel ne peut pas suivre des tensions qui varient en microsecondes. Donc voici une des limitations les plus fréquentes et qui sont mesurables et observables en TP. Alors maintenant, on va voir donc la dernière limitation, c'est ce qu'on appelle le comportement fréquentiel. Le comportement fréquentiel de l'amplificateur linéaire intégré. Et d'ailleurs ici, donc là, c'est ce qu'on appelle aussi le slow rate. Donc ce vitesse de balayage en anglais, on l'appelle le slow rate. Alors, le comportement fréquentiel. Donc, comme vous savez, chaque quadripole ou chaque dipole qui est en régime sinusoïdal, on peut lui associer une fonction de transfert. Une fonction de transfert. Et cette fonction de transfert H, donc elle est définie par la tension de sortie sur la tension d'entrée. Ici, pour notre amplificateur opérationnel, c'est epsilon. Nous, on a vu que epsilon fois mu0 est égal à Vs. Donc, il suffit tout simplement de remplacer Vs ou epsilon par cette valeur et on trouve H. Sauf qu'en réalité, à haute fréquence, donc vous allez voir que en fait vous allez voir que le H en réalité c'est mu0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. C'est-à-dire que à haute fréquence, l'amplificateur opérationnel se comporte comme un filtre passe-bas. Donc ça, c'est la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Avec oméga C, c'est sa fréquence de coupure. C'est sa fréquence de coupure. Et donc là, ça veut dire que si on essaie de calculer cette fréquence de coupure, donc là, donc lorsque vous avez les amplificateurs opérationnels que vous utilisez dans TP, par exemple le TL 810 ou 180, je ne me rappelle plus. Il y a aussi un autre modèle d'amplificateur opérationnel. Et donc ces amplificateurs opérationnels, ils ont donc une notice de constructeur. Donc c'est la fiche de constructeur. Et dans cette fiche, donc vous avez
cette fréquence de coupure, donc vous allez trouver à une page donc les limitations de votre amplificateur opérationnel. Et cette fréquence, elle est donnée par F0 qui est égal à oméga C sur 2pi, qui est de l'ordre de 10 Hz. Et donc on voit que la fréquence de coupure de l'amplificateur opérationnel est très faible. C'est-à-dire que si vous tracez H en fonction d'oméga, et donc là, à 10 Hz, vous avez une chute de gain. C'est-à-dire que au-delà de 10 Hz, donc l'amplificateur opérationnel est inutile en réalité. Parce que si sa fréquence de coupure elle est à 10 Hz, bah c'est pas utile. C'est-à-dire qu'il faut juste utiliser donc un régime continu, mais ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'amplificateur opérationnel avec donc c'est pour ça qu'on lui associe des résistances et des capacités pour donc limiter cette fréquence de coupure. On va aussi parler de l'équation différentielle de l'amplificateur opérationnel puisque H est égal donc à mu0 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Et donc comme vous savez, vous pouvez jongler entre le complexe et le réel en se rappelant que J oméga c'est lorsqu'on dérive par rapport au temps et 1 sur J oméga c'est lorsqu'on l'intègre par rapport au temps. Et donc là, donc puisque ça est égal à Vs sur Ypsilon, donc vous allez avoir Vs facteur de 1 plus J oméga sur oméga C qui est égal à mu0 Ypsilon. Et donc là, lorsqu'on intègre, donc on va trouver une équation différentielle. Donc là, vous avez G oméga fois Vs, donc ça veut dire que c'est taux dVs sur dt plus Vs est égal à mu0 Ypsilon. Donc le taux ici, c'est 1 sur votre fréquence de coupure. Donc ça, c'est l'équation différentielle de l'amplificateur opérationnel. Donc l'équadif de l'ALI. Très bien. Alors maintenant, on va voir quelques montages classiques de l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc quelques montages en régime linéaire. Et donc on va commencer par le régime, par le montage le plus simple. C'est le suiveur. Le suiveur. Et donc le suiveur, c'est tout simplement l'amplificateur opérationnel seul. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre votre amplificateur opérationnel. Voilà. Donc là, vous avez l'entrée non inverseuse, l'entrée inverseuse. Et vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle une rétroaction. C'est-à-dire que vous allez tout simplement prendre l'entrée inverseuse et vous allez la réinjecter dans la sortie. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement un montage le plus simple qu'on peut faire avec un amplificateur opérationnel. Et donc là, si vous avez une tension d'entrée, donc on va appeler ça, donc ça c'est Vs, V+, là c'est V-, et donc Ypsilon c'est V+, moins V-, ici bien sûr c'est Vs. Et donc là, si on est donc on va supposer que dans toute la suite, donc là j'ai oublié, dans toute la suite, on va supposer que l'amplificateur opérationnel elle est en régime idéal, donc c'est idéal. C'est-à-dire que V+ est égal à V-, et les courants d'entrée et le courant de sortie sont nuls. Et donc là, ça est égal à 0, donc ça veut dire que V+ est égal à V-. Et donc là, ça veut dire que V+, puisque V- est égal à Vs, et donc tout simplement, on a V+ est égal à Vs. Et donc là, on se demande si V+ est égal à Vs, quel est l'intérêt de ce montage?
Et ben en fait, l'intérêt de ce montage, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle un isolement de circuit. Un exemple très classique, c'est par exemple si vous avez euh, un ampèremètre, d'accord? Et donc cet ampèremètre, vous voulez le placer dans un circuit pour mesurer ou plutôt on va prendre un voltmètre, c'est mieux, un voltmètre. Donc là vous avez un circuit par exemple, voilà, circuit le plus simple. Et donc là, vous voulez mesurer la tension en bande du condensateur, donc vous allez mettre un voltmètre en dérivation. Et donc là, la condition pour que le voltmètre puisse vous donner, vous afficher une valeur qui est la plus certaine possible et la plus précise possible, bah, il faut qu'il prélève, il faut que le courant qui passe par là, donc si le courant, on va supposer que le courant de notre circuit en question, il passe par donc cette boucle rouge. Et donc lorsque je mets le voltmètre en dérivation, ce qui se passe, c'est que le courant, donc là, le voltmètre, il ne faut pas qu'il prélève de ce courant rouge, donc il ne faut pas qu'il y aura un prélèvement. Mais sauf qu'en réalité, il y a toujours des prélèvements. Donc là, la solution pour éviter que le voltmètre prélève du courant dans notre circuit qu'on mesure, bah, il faut tout simplement intercaler un suiveur. Donc on va placer un suiveur ici, voilà, et on va mettre là donc mon voltmètre. Je mets mon voltmètre là, je le mets ici, et donc là, les courants, donc le courant qui passe par là est nul, d'après la définition du suiveur. Et donc, on a créé ce qu'on appelle un montage à impédance infinie. Il y a un autre exemple, c'est pour réaliser un générateur idéal. Donc, c'est toujours avec le suiveur. Et donc, pour réaliser un générateur idéal, c'est-à-dire un générateur avec une force électromotrice E, qui est en série avec une résistance, donc c'est un générateur de Thevenin. Et donc vous allez tout simplement, ce que vous allez faire, donc vous allez juste intercaler entre ce générateur et votre circuit de charge, vous allez intercaler ce qu'on appelle le suiveur. Donc vous allez mettre le suiveur, donc cette partie-là à l'entrée non inverseuse, et donc vous allez mettre le bouclage à l'entrée inverseuse de votre amplificateur opérationnel, et ensuite vous allez mettre donc dans cette partie-là, donc tout ce qui arrive là, donc c'est votre circuit d'étude, donc c'est le circuit de charge. Et là vous êtes sûr que votre générateur est idéal. Donc tout ça, on peut le modéliser par un générateur idéal. C'est-à-dire que tout ce que j'ai entouré en rouge, je peux le modéliser par tout simplement un générateur idéal. Et donc là, si je place par exemple un circuit, un circuit RC comme ça, voilà, un circuit RC, et donc là, il faut prendre que la masse ici. Bah, la modélisation de tout ça, bah, c'est tout simplement un condensateur, la résistance RC, qui sont comme ça. Donc ça veut dire que j'ai créé un générateur idéal. Donc voilà les intérêts du suiveur. Alors maintenant, on va passer à un des deuxièmes montages classiques en régime linéaire, toujours amplificateur idéal. Donc c'est ce qu'on appelle le montage inverseur. Et on va voir l'origine de ce mot inverseur. Alors, donc le montage fait intervenir deux dipôles, donc linéaires passifs, c'est-à-dire des impédances. Donc tout simplement, vous allez prendre votre amplificateur opérationnel, voilà. Donc là, vous avez l'entrée moins, là l'entrée plus. Et donc là, à l'entrée moins, l'entrée inverseuse, donc vous allez placer par exemple
donc une impédance Z1 ou une résistance R1. Voilà, si vous êtes en régime sinusoïdal, donc je vais prendre une résistance R1. L'entrée non inverseuse, vous allez directement la relier à la masse. Et donc là, vous avez la masse commune de toutes les tensions. Ici, c'est la tension de sortie US. Ici, vous avez la tension d'entrée V+, et ici, vous avez V-. Et donc là, vous allez prendre ce point-là et vous allez faire une rétroaction entre l'entrée non inverseuse et la sortie. Alors, il faut savoir quelque chose, moi j'ai oublié de le rappeler. Lorsque vous avez une rétroaction entre la sortie et l'entrée moins, uniquement, c'est-à-dire que l'entrée plus, il est relié soit à la masse, soit à notre circuit de charge, mais il n'est pas relié à la sortie. Donc là, vous êtes sûr que vous êtes en régime linéaire. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Donc c'est une condition qui est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante car vous avez des montages où même avec la rétroaction négative, et fonctionne en régime non linéaire. Il suffit juste de faire une autre rétroaction de plus vers US, vous allez avoir un régime non linéaire. Donc là, ma résistance R2. Alors, donc là, je sais que les courants d'entrée ici, donc les courants d'entrée I- est égal à 0. Ici, I- est égal à 0. Donc ça veut dire que le courant qui passe par là, voilà, il va directement passer par là. Et donc là, ce que je vais faire, donc je vais écrire epsilon. Donc epsilon est égal à V plus moins V moins. On est en régime idéal, donc ça est égal à 0. Et donc ça veut dire que V plus est égal à V moins. Et donc là, epsilon est égal à 0 puisqu'on est en régime linéaire. Donc V plus est égal à V moins. Alors maintenant, si on appelle le courant qui rentre par là, donc on va supposer que ici, dans cette branche-là, par exemple, on va supposer qu'on a un GBF. Donc on a un GBF qui va fournir une tension VE. Donc là, je ne vais pas prendre V-, une tension VE. D'accord? Donc là, vous avez une tension VE qui est fournie par ce GBF. V plus est égal à 0 puisqu'il est relié directement à la masse. Et donc là, on va supposer que on va faire donc le chemin du circuit, donc le courant. Donc il y a un courant I1 qui passe par là. Et ensuite, vous avez un courant I2 qui passe, donc qui traverse la résistance R2. Puisqu'il n'y a pas de courant les courants de polarisation sont nuls, puisqu'il n'y a aucun courant qui rentre dans l'amplificateur opérationnel, donc ça veut dire que le courant I1 est égal au courant I2. D'accord? Et donc là, le courant I1, c'est tout simplement la tension bande de la résistance R1 divisé par la résistance R1. Donc on va avoir ici VE sur R1. Alors maintenant, pour I2, il faut faire attention parce que US, il est dans ce sens-là montant. Donc ça veut dire que si je trace US ici, donc US, il est là. Donc c'est le même. US, donc là, puisque VE, donc puisque j'ai pris cette convention, parce que là, puisque j'ai mis le courant I1 dans ce sens-là, donc il est dans le même sens que la tension VE, donc là on est en convention générateur. Et ici, US, il est opposé à le sens de I2, donc on est en convention récepteur. Donc là, on va voir US sur R2. Et donc, on trouve finalement que la tension de sortie US est égale à moins R2 sur R1 VE. Et donc là, ce moins-là, le moins qui est là, c'est l'origine du mot montage inverseur. Car, donc si vous injectez une tension d'entrée qui ressemble à ça, donc en blanc, c'est la tension d'entrée. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous faites en sorte de prendre R2 est égal à R1, donc là, si R2 est égal à R1, donc vous allez voir US est égal à moins VE. Et donc là, ce que vous allez avoir,
vous allez avoir la tension de sortie US qui est inversée dans l'autre sens. Donc là, c'est US. D'où le nom de inverseur, parce que c'est un montage qui inverse la tension d'entrée. Très bien. Alors on va voir un autre montage qui est équivalent, c'est ce qu'on appelle le montage non inverseur. Le montage non inverseur. Donc le montage non inverseur. Alors dans le montage non inverseur, c'est simple. Donc on va tout simplement enlever ce GBF qui est là. Donc on va enlever ce GBF, d'accord? Et on va le mettre du côté de l'entrée non inverseuse. C'est-à-dire que je vais garder les mêmes branchements, rétroaction moins avec une résistance R2, donc à la sortie. Ici, je garde donc toujours la résistance R1, mais là, je vais relier ça directement à la masse. Et donc là, c'est l'entrée inverseuse. Et l'entrée non inverseuse, je vais la relier à un GBF. Et ce GBF, il va me donner une tension, donc toujours VE. Et donc là, j'ai US. Alors maintenant, de la même façon, on a quoi ici? Donc là, on a Y est égal à 0. Donc V plus est égal à V moins. OK? Sauf que ici, donc là, on a V- n'est pas nul, mais elle est égale à VE. Parce que là, on ne l'a pas relié à la masse, mais il y a un GBF qui donne une tension VE. Et donc de la même façon, vous avez un courant I1 qui arrive là, et donc il passe par là, I2. Donc I1 est égal à I2, puisqu'il n'y a pas de courant qui rentre dans l'amplificateur opérationnel. Et donc là, c'est-à-dire que si vous prenez donc cette branche-là de là à là, puisque là vous avez une tension US, donc là vous allez appliquer un pont diviseur de tension avec un V-. Donc le V- ici est égal à quoi? Donc il est la tension en bande de la résistance R1, donc c'est R1 sur la somme des résistances R1 plus R2 fois US. Et donc là, on trouve que puisque V- est égal à V+, donc là, on remplace par VE. Et donc, on trouve finalement que VE est égal à R1 sur R1 plus R2, US. Et donc là, c'est un montage qui est non inverseuse parce qu'ici, on a plus. Donc, il est non inverseur. C'est-à-dire que si vous prenez une tension d'entrée qui ressemble à ça, et vous faites en sorte que R1 est égal à R2 sur 2, vous allez avoir une tension de sortie qui suit la tension d'entrée, exactement la même amplitude, même fréquence. Donc il ne l'a pas inversé, c'est pour ça qu'on l'appelle non inverseur. Très bien. Alors maintenant, on va passer à un montage, un autre montage qui est très classique. Mais en fait, vous pouvez faire plein de choses avec le régime linéaire. Donc tant que vous avez la rétroaction au moins, entre la sortie moins et entre l'entrée moins et la sortie, vous pouvez faire plein de montages avec l'amplificateur opérationnel. Vous pouvez faire un déphaseur, un soustracteur, un sommateur, vous pouvez faire même un déphaseur, donc voilà. Mais donc là, moi, l'intérêt ici, c'est de vous montrer les montages les plus classiques. Donc inverseur, suiveur, non inverseur. Alors maintenant, pour le montage suivant, c'est le montage, donc l'intégrateur. Donc le montage intégrateur. Alors le montage intégrateur est le suivant. Donc là, on a l'amplificateur opérationnel. Ici, vous avez moins, plus. Et donc là, vous avez la sortie, les deux entrées. Et donc là, ce qu'on va faire, donc on est toujours en régime linéaire car donc là pour l'instant on n'a pas encore de régime linéaire, mais lorsque je fais cette rétroaction entre l'entrée moins, l'entrée inverseuse
et la sortie, là j'ai un régime linéaire. Et donc là, je vais placer à la place de la résistance R2, je vais placer un condensateur C. Ici, une résistance R. Et donc, je vais relier directement l'entrée non inverseuse à la masse. Ici, donc je vais prendre un GBF qui va livrer une tension VE. Ici, vous avez la tension VS. Alors maintenant, on va... donc là, il y a un courant I. Donc là, maintenant, on va trouver la tension VS. On va l'écrire en fonction de VE, sachant que toujours régime linéaire, donc epsilon est égal à 0, donc V plus est égal à V moins. Et donc on a la tension I qui est là. Donc c'est l'intensité I, c'est la tension, donc VE divisé par la résistance. Et on a aussi donc ce courant qui passe, donc ce I, il passe aussi par là, parce que là les courants ici sont bloqués. Et donc ça veut dire que le courant est égal aussi à C, CDUC sur dt. D'accord? Sauf que là, le VS, il est dans ce sens-là, et le I, il est dans le sens, dans le même sens que VE, donc je dois rajouter un moins ici, car convention générateur. Donc là, vous avez une convention générateur. Ici, convention récepteur. Et la tension en bande du condensateur ici, c'est la même que VS. Donc ça veut dire que moins VE sur R est égal à CDUS sur dt. Et donc là, je trouve que VE est égal à moins RC d de US sur dt. Et donc là, pour trouver US, on doit tout simplement donc faire moins 1 sur RS, RC, VE fois dt est égal à DUS. Et donc là, j'intègre et je trouve que donc l'intégrale de ce membre de droite, c'est US, est égal à l'intégrale de moins 1 sur RC, VE, dt. Et d'où le nom d'intégrateur. Parce que lorsque vous injectez un tension VE, en sortie, vous allez avoir son intégration. Donc un intégrateur. Donc là, si on fait le même schéma, donc vous avez une tension d'entrée VE. Donc vous allez prendre par exemple une tension qui ressemble à un créneau. Un créneau, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc en sortie, vous allez obtenir l'intégration de ça. Et c'est quoi l'intégration d'une ligne horizontale? Ben, c'est une pente. Et donc vous allez avoir un signal triangulaire parce qu'il a été intégré. Et de la même façon, si vous prenez par exemple donc le signal VE, un signal de la forme suivante, donc c'est de la forme sinus oméga t, avec une amplitude A par exemple. Donc vous savez, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus, donc vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc vous allez avoir moins cosinus, et ainsi de suite. Très bien. Et de la même façon, vous pouvez, donc si on remplace, si on permute R avec le C, donc si on permute R avec le C, vous allez tout simplement modifier donc ce VS ici, il va être la dérivée de VE parce que là, vous allez avoir, vous allez remplacer ici par VS et vous allez remplacer ici par D de UE sur DT et donc vous allez avoir VE ou plutôt VS qui est égal à moins RC D de VS sur DT. Donc ça c'est dans le cas si on permute R avec C, avec le condensateur dans ce montage intégrateur. Et donc là, vous allez obtenir ce qu'on appelle un dérivateur. Puisque vous injectez une tension
VS, ici c'est E, et en sortie vous avez VE, et en sortie vous allez la dériver. Donc c'est un dérivateur. Très bien. Alors maintenant on a vu vraiment tous les montages classiques du régime linéaire. Alors maintenant on passe au régime non linéaire. Donc régime non linéaire. On l'appelle aussi le régime saturé. Alors, donc dans ce régime, ce qui va changer, c'est que donc on a toujours le même montage, donc c'est-à-dire le même composant, donc c'est le même amplificateur opérationnel, sauf que là, le montage, il va être instable, c'est-à-dire qu'il va être non bouclé. Et donc on va pas le boucler avec la sortie. Et donc la moindre différence de potentiel entre les deux entrées. Et donc là j'ai le droit en fait de écrire soit plus ici, soit moins, ou inverse. Donc c'est pas grave. Et donc là ce qui se passe c'est que ce montage va créer en fait donc cette différence entre plus et moins, ça va créer ce qu'on appelle une saturation. Donc là on a epsilon ici. Donc on va relier le moins vers la masse. On va faire la même chose, mais ici on va injecter une tension UE à la tension à l'entrée non inverseuse. Et donc là, on a epsilon est égal à UE puisque V plus moins V moins est égal à V plus car V moins est égal à 0. Et donc U plus est égal à directement UE car V moins est égal à UE. Et donc là, en régime linéaire, on a vu qu'en régime saturé, la sortie ne peut valoir que deux valeurs. Donc soit plus 15 volts, dans certains cas c'est 18 volts, mais on va l'appeler plus V7, ou soit moins V7, en régime saturé, en régime non linéaire. Donc là, ce qu'on va faire, on va supposer que d'abord, donc supposons d'abord que la tension de sortie, donc US, est égale à plus V7. Donc si la tension de sortie est égale à plus V7, donc là, cela implique que epsilon est positif. Et donc si epsilon est positif, donc ça veut dire que UE est supérieur à V-. Et puisque V- ici il est relié directement à la masse, donc ça veut dire que UE est égal, lorsque UE est supérieur à 0, donc la sortie vaut plus V7. Dans l'autre sens, si US est égal à moins V7, bah dans ce cas-là, epsilon qui est égal à V plus moins V moins, il est négatif. Et donc cela me donne que U plus il est inférieur à U moins, V moins. V plus est inférieur à V moins. Or V plus c'est la tension UE et V moins elle est reliée à la masse, c'est 0. Et donc là on a créé ce qu'on appelle un comparateur simple. Donc un comparateur simple. Donc c'est le plus simple qu'on peut faire en régime non linéaire. Et ce comparateur simple, c'est le suivant. Donc lorsque la tension UE est positive, donc vous allez avoir un plus 15 volts. Lorsque la tension est négative, d'entrée est négative, vous aurez en sortie moins 15 volts. Donc c'est ce qu'on appelle une commande tout ou rien, donc qui par exemple dans les éclairages publics qui s'allument quand la lumière naturelle n'est plus suffisante, ou si par exemple vous avez donc là vous pouvez créer par exemple donc avec le comparateur simple vous pouvez faire ce qu'on appelle un détecteur de changement de température. Donc vous allez relier à la tension, donc là c'est plus moins. Donc là, vous allez prendre un composant que sa tension augmente lorsque la résistance thermique augmente. Et donc là,
vous allez prendre donc ça 0. Ici, vous allez prendre par exemple ce composant avec une résistance qui change avec la température. Et donc là, vous allez mettre en sortie des LED, par exemple une LED verte, une LED rouge. Et lorsque la tension ici est plus grande que celle de référence, il y a une LED qui s'allume. Lorsque c'est l'autre cas, donc c'est l'autre LED qui s'allume, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais le comparateur simple a beaucoup d'applications. Très bien. Alors maintenant, on va passer à un deuxième montage qui ressemble à celui du comparateur simple, mais sauf que là, on va lui associer des résistances. Donc c'est ce qu'on appelle le comparateur à hystérésis, ou le comparateur à mémoire, pardon, comparateur à hystérésis. On l'appelle aussi le trigger de Schmitt. Le trigger de Schmitt. Donc là, on est toujours en régime non linéaire. Et donc là, voilà mon amplificateur opérationnel. Et donc pour m'assurer que je suis en régime non linéaire, je vais faire une rétroaction de la partie, donc de l'entrée plus l'entrée non versus avec la sortie. Et donc lorsque vous avez cette rétroaction là, lorsqu'il y a rétroaction de l'entrée plus avec la sortie uniquement, donc c'est sûr que vous êtes en régime non linéaire. Et donc à l'entrée moins, on va le relier à un GBF qui va nous délivrer une tension VE. Et ici, donc cette rétroaction, donc avant de faire la rétroaction, je vais associer des résistances. Donc je vais ici mettre une résistance R1 et là une résistance R2. Et donc là, je récupère en sortie VS. Alors maintenant, donc on va faire exactement la même chose que pour le comparateur simple. Donc on va faire des hypothèses, puisque là on est en régime non linéaire. Donc la VS ne peut valoir que plus ou moins VSAT, puisqu'on est en régime saturé. Donc on va faire une hypothèse. Donc la première hypothèse, supposons que le VS est égal à plus VSAT. Donc si VS est égal à plus VSAT, avec bien sûr Y, donc c'est cette tension-là, Y qui est là, donc Y est positif. Donc si Y est positif, donc là c'est que Y qui vaut, V plus moins V moins, donc V plus est supérieur à V moins. Alors, que vaut V plus? V plus est égal à VE, et V-, donc là, puisqu'il n'y a pas de courant qui est rentré ici, donc ça veut dire que là, je peux faire, donc là, le V-, ça c'est le V+, pardon. Donc là, c'est plutôt l'inverse. C'est V+, c'est V- qui est égal à VE, pardon. Et V+, donc c'est cette tension-là au bord de cette résistance. Donc là, il suffit juste d'appliquer un pont diviseur de tension. Et donc là, vous allez avoir R1 sur la somme des résistances VS. R1 plus R2 VS. Donc on va appeler R1 sur R1 plus R2. On va l'appeler un coefficient bêta. Condition, ça veut dire que VE est inférieur à bêta VS. Or VS, donc j'ai supposé au début que ça vaut plus V7. Et donc je trouve que VE est inférieur à bêta, donc plus bêta V7. Et donc là, c'est lorsque VS est égal à plus V7, donc VE est inférieur à plus bêta V7. Alors maintenant, je vais faire une deuxième hypothèse. Donc là, je vais supposer que la tension de sortie VS est égale à moins bêta V7. Donc si VS est égal à moins bêta V7, dans ce cas-là, Y
est négatif, et donc je trouve que V+ est inférieur à V-. Or, le V+, donc là je regarde le V+, c'est bêta Vs. Donc c'est bêta Vs qui est inférieur à V-, donc V- c'est Ve. Or, Vs c'est moins V7, donc là c'est pas bêta, je m'excuse, donc c'est moins V7, et donc je trouve que Ve est supérieur à moins bêta V7. V7. Ça c'est lorsque la tension de sortie vaut moins V7. Donc j'ai ça. Et donc là je trouve quelque chose de un peu bizarre parce que tout à l'heure, pour le comparateur simple, bon, j'avais ça et ça. Donc ces deux conditions s'excluent mutuellement. Ça veut dire que si je trace, donc pour le comparateur simple, si j'essaie de faire un schéma donc de ce qui se passe, donc par exemple, si je prends ici donc Vs, si je prends ici UE, et donc là j'ai plus V7, et là j'ai moins V7. Et si je prends par exemple donc VE, si VE est positif, donc dans ce région-là, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, il y a un basculement lorsque UE est négatif. Donc là, on voit qu'il y a une exclusion mutuelle ici, dans cette ligne. Par contre là, pour le comparateur à hystérésis, donc j'ai deux conditions qui ne s'excluent pas mutuellement, parce que là j'ai plus et là j'ai moins. Donc c'est ce qui va faire cet effet d'hystérésis, mémoire. Et donc là, si je trace de la même manière pour le comparateur simple, donc si je trace Vs en fonction de Ve, donc là j'ai deux valeurs, plus V7 pour Vs et moins V7. Je vais supposer que bêta, elle est inférieure bien sûr à 1, donc bêta ici, je vais avoir bêta V7 ici, et là je vais avoir moins bêta V7. Et donc là, voilà ce qui se passe. Donc on va supposer que G Vs est égal à plus V7. Donc je suis dans cette région-là. Et donc lorsque je suis dans cette région-là, Vs est égal à plus V7, j'ai quoi GVE est inférieur à bêta V7. Donc ça veut dire que lorsque VE est inférieur à bêta V7, normalement il fallait mettre les bêta V7 en abscisse. Donc c'est ici. Donc là c'est bêta V7 et là c'est moins bêta V7. Alors, lorsque VE est inférieur à plus bêta V7, dans cette condition, Vs est égal à plus V7. Donc ça veut dire que lorsque je suis dans cette région-là, là c'est lorsque VE est inférieur à bêta V7. Parce que là on est à gauche, donc on est inférieur à bêta V7. Dans cette région, j'ai toujours plus V7, plus V7. Et lorsque VE n'est plus inférieur à bêta V7, donc je vais avoir un basculement vers moins bêta V7. Et donc je continue mon chemin dans ce sens-là. Alors maintenant, supposons je viens de cette région-là. Donc là, j'ai quoi j'ai VE qui est supérieur à moins bêta V7. Donc je suis à droite, donc je suis supérieur à moins bêta V7. Donc cette région-là, VE est supérieur à moins bêta V7. Moins bêta V7. Et donc là, tant que je suis supérieur à moins bêta V7, rien ne se passe. Et lorsque je ne suis plus supérieur à moins bêta V7, lorsque je suis inférieur, donc là j'ai un basculement dans ce sens-là. Donc en blanc ce chemin, donc c'est ce chemin-là, donc qui ressemble à ça, et en jaune, donc c'est ce chemin-là. Et donc là, par exemple, si je suis ici, donc si je suis à cette valeur, je peux rien dire parce que là j'ai deux valeurs. Donc soit j'ai plus V7,
soit ici j'ai moins V7. Et donc là, pour la seule information qu'il me faut pour savoir euh, où il est ma position, bah, il faut savoir ce qui s'est passé à l'intérieur, donc c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, où j'étais avant. Et donc d'où le nom de mémoire. Donc ça veut dire que c'est un montage à mémoire. Si j'étais par exemple ici, donc si je suis le chemin blanc, donc je serai là. Si je suis le chemin jaune, donc si j'étais dans ce chemin-là, donc ça veut dire que la valeur c'est mon bêta V7. Et donc là, si je veux tracer donc, donc le donc maintenant si je trace donc VE en fonction de T, donc je vais placer les valeurs. Donc ici c'est plus V7, là c'est moins V7. Et donc on va supposer que le VE donc c'est un signal sinusite, donc quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Bon, c'est un signal sinusite, même si je l'ai mal dessiné, mais bon, on va supposer que c'est une sinusite parfaite. Alors, donc les valeurs, mon bêta VSAT, donc je vais essayer de la prendre ici par exemple. Donc ça c'est bêta VSAT, et ici c'est moins bêta VSAT. Alors, donc là pour tracer la tension de sortie, donc je vais la représenter en bleu, la tension de sortie. Donc là on va se référer à ce graphe. Alors, donc là, lorsque donc on va voir le VE. Donc là, le VE lorsqu'il augmente, donc lorsque sa valeur augmente, donc lorsqu'il est en franc montant, ça veut dire que lorsque sa valeur augmente, euh, en croisant le bêta V7, donc il va avoir un basculement. C'est-à-dire que euh, lorsque vous avez un franc montant ici, donc ça veut dire que la courbe en jaune il augmente. Donc lorsqu'il passe par bêta V7, donc vous avez un basculement de plus V7 à moins V7. Donc de plus V7, moins V7. Donc ça veut dire que tout ce qui était avant ce point violet, donc ça veut dire que j'avais un plus V7. Et donc là, j'ai un basculement. Bien sûr, donc ce point-là est défini par plus V7. Donc j'ai un basculement de plus V7 à moins V7. Et donc là, donc je vais repérer tous les points avec un franc montant. Donc vous avez là, ici, et donc là, ça veut dire que là, avant, j'avais plus V7, et donc là, j'ai un basculement de moins V7. Et maintenant, je vais voir l'autre sens. Donc là, lorsque vous avez un franc descendant dans ce sens-là, donc une décroissance, et lorsque je passe par mon bêta V7, donc ça veut dire qu'avant j'étais à moins bêta V7, c'est ce qui est le cas. Et donc là, lorsque je dépasse moins bêta V7 en franc descendant, ça veut dire que là, donc j'ai un basculement de moins bêta V7 à plus bêta V7. Et ainsi de suite. Donc c'est ça donc la courbe, bon, normalement j'aurais dû la tracer en courbe bleue, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais écrire ici, c'est la tension de sortie. Et donc ainsi de suite, voilà. Et donc bien sûr, ces points-là, ils sont définis par moins bêta V7. Donc c'est-à-dire que là, j'avais, donc ici, j'avais quelque chose qui ressemble à ça. Et ainsi de suite. Donc voilà le trigger de Schmitt ou le montage, donc le comparateur à hystérésis. Alors, alors maintenant, on va essayer de voir un autre montage qui est très intéressant. Donc c'est ce qu'on appelle donc le multivibrateur instable. Donc vous avez plusieurs versions. Donc vous avez le compact et vous avez l'intégré. Donc nous, on va travailler avec le compact. Et je vais vous expliquer rapidement quelle est la différence entre le compact et l'intégré. Et on l'appelle aussi donc un oscillateur à relaxation. Donc c'est un oscillateur à relaxation.
Alors, donc le montage est le suivant. Donc vous avez un amplificateur. Vous avez une entrée inverseuse, une entrée non inverseuse. Et donc là, on va faire une double rétroaction de la partie moins avec la sortie. Et l'entrée plus, donc on va lui associer deux résistances. Donc une résistance R2 avec une autre résistance R1. Et donc on va relier ça à la masse. Donc ici, vous avez la tension de sortie VS de ce point à la masse. Ici, donc on va intercaler un condensateur que lui, on va relier à la masse. Donc vous avez un condensateur C ici. Alors, donc là, ce qu'on va essayer de faire, donc là, on est sûr qu'on est en mode dans le régime non linéaire, parce que vous avez une double rétroaction, parce que là, donc la partie plus est reliée à la sortie et en même temps à la moins, donc on est en régime non linéaire. On va voir que le montage va créer des oscillations. On va essayer de, donc c'est le but ici, c'est de trouver en fait l'allure de ces oscillations. Alors d'abord, donc aussi on va prendre donc cette tension, on va l'appeler donc ça, donc ici vous avez VE et là vous avez epsilon et là c'est V-, V+. On est en régime donc on est en régime non linéaire. Donc ça veut dire que la tension de sortie il vaut deux valeurs, donc soit plus ou moins Vsat. En régime saturé, donc c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. À la sortie, vous avez deux valeurs, soit plus Vsat ou soit moins Vsat. Alors, donc si on va faire une hypothèse, si Vs est égal à plus Vsat, dans ce cas-là, on a epsilon qui est positif, et donc epsilon, c'est V plus moins V moins, donc ça veut dire que V plus est plus grand que V moins. D'accord? Alors maintenant, il reste à chercher le V plus. Donc le V plus, c'est cette tension au bord de cette résistance R1, puisque le courant de polarisation ici ils sont nuls. Et donc par un point diviseur de tension, on va avoir V plus est égal à R1 sur R2 plus R1 fois Vs. Et puisque Vs est égal à plus Vsat, on va appeler ce terme bêta, donc on va avoir plus bêta Vsat. Alors maintenant, pour calculer le V-, donc on observe que le V-, c'est la tension VE, donc c'est la tension en borne du condensateur. Donc ici, donc là, il faut faire attention parce que là, c'est pas Vs. Donc là, c'est tout simplement une tension qu'on va l'appeler UR. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer, V-. Donc V- est égal à, donc là, si on applique une loi de Mail entre ce point-là qu'on va appeler A et ce point B, donc entre le point et le point B, donc entre le point A et le point B, il faut voir le montage comme suit. Donc vous avez un condensateur en série avec une résistance et le tout, donc il est relié à la sortie qui vaut Vsat et qui vaut plus Vsat puisqu'on a l'hypothèse de départ c'est plus Vsat. Et donc là vous avez R, tension U ici, et là vous avez une tension, donc le courant je vais le prendre, donc cette tension je vais la prendre dans ce sens là, UR, et ici UC. Et bien sûr là vous avez I. Donc là il faut tout simplement appliquer une loi de May, donc Vsat est égal à UR plus UC. Vsat est égal à UR, c'est R fois I, et I, donc c'est C D, donc D V- sur dt, parce que je vous rappelle que UC ici, c'est la même chose que V-, que la même chose que UE, plus donc V-. Et donc là, on a une équation différentielle
de premier ordre avec comme fonction donc V-, et on a vu dans le cours de régime transitoire de première année que ici vous avez une solution particulière. Donc cette solution particulière, c'est V7 plus une solution homogène lorsque vous annulez ce terme-là, et donc vous allez avoir une fonction a fois exponentielle moins t sur tau. Avec tau, donc c'est la constante de ce circuit, c'est R fois C. Et donc là, on a trouvé le V-. Donc maintenant, il reste à trouver le A, donc cette constante A. Alors pour trouver cette constante A, on va exploiter le fait que la tension aux bornes du condensateur, donc la tension aux bornes du condensateur, aux bornes du condensateur C est continue. Donc ça, on le sait. Donc s'il est continu, ça veut dire que puisque moi, mon hypothèse, c'était quoi l'hypothèse que j'ai pris pour tout ça? Donc j'ai pris que la tension de sortie Vs est égale à plus V7. Donc ça, c'est vraiment le T positif pour moi. Donc c'est le temps de travail pour moi. Donc ça veut dire que à T négatif, avant que Vs voudrait plus V7, donc avant il valait Vs est égal à moins V7. Parce qu'il y a un basculement, on est d'accord. Et donc ça veut dire qu'à T négatif, ça veut dire que Y était négatif. Et donc ça veut dire qu'à T est égal à 0, donc à T est égal à 0, donc pour passer de là à là, ça veut dire qu'à un moment donné, Y il s'est annulé. Et donc s'il s'est annulé, ça veut dire que le V- est égal à V+. Et V+, ici, le V+, c'est quoi? C'est moins bêta V7, parce qu'on a trouvé le V+, lorsque Vs est égal à plus V7 est égal à plus bêta V7, donc ça veut dire que lorsque Vs est égal à moins V7, V+ est égal à moins bêta V7. Or, la continuité de la tension au banc du condensateur m'impose que à T est positif, ou à T est égal à 0, 0 plus, donc là c'était 0 moins, V- en 0 plus est égal à V- en 0 moins. Et donc ça veut dire que moins bêta V7 est égal à A exponentielle moins 0 moins sur tau plus, donc plus V7. Et donc là, le A, je trouve que le A, donc cette constante A est égale à moins V7 facteur de 1 plus bêta. Et donc j'injecte le tout dans mon équation. Et donc je trouve que le V-, c'est V7 moins V7 1 plus bêta exponentielle moins t sur tout. Alors maintenant, il reste à trouver ce temps de basculement. Quand est-ce que donc là, on remarque que la tension d'entrée, donc là, donc il va suivre un régime transitoire, donc ça veut dire que le condensateur va se charger et il va avoir un basculement. Donc je dois chercher ce temps pour lequel cette tension va basculer. Et donc là, vous cherchez ce temps pour lequel epsilon est égal à 0. Et donc si epsilon est égal à 0, donc ça veut dire que V plus moins V- est égal à 0. Et donc là, V+, c'est bêta V7 moins V7 plus V7 1 plus bêta exponentielle moins ce temps, je vais l'appeler moins TB pour basculement sur tau. D'accord? Et donc là, tout ça est égal à 0. Donc il y a plusieurs termes donc il y a des termes à simplifier ici, à savoir le plus V7. Et donc là je trouve que donc là je vais simplifier par V7 et je trouve que bêta est égal à 1 plus bêta exponentielle moins TB sur tau. D'accord? Et ensuite je trouve que ce exponentielle moins TB
exponentielle moins TB sur taux est égal à 1 moins bêta sur 1 plus bêta. Ici, j'ai oublié un moins 1 ici. Donc là, il y a un moins 1. Et lorsque ce terme vient de l'autre côté, ça fait un moins ici. Donc ça fait 1 moins bêta sur 1 plus bêta. Et donc je trouve que ce TB là, ce temps de basculement, c'est au log de 1 plus bêta sur 1 moins bêta. Donc j'ai pris le moins, donc j'ai pris l'inverse de log et il y a le moins qui va tuer ce moins là. Et donc voilà ce temps là. Alors maintenant pour résumer tout ça dans un graphe, donc on va tracer le graphe en fonction du temps. Donc là, je prends la tension de sortie en jaune. Donc là, en vert, je prends plus Vsat. Ici, je vais avoir moins Vsat. Donc là, moins Vsat. Je suppose que le bêta il est inférieur à 1, donc là, je vais avoir bêta Vsat. Ici, je vais avoir moins bêta Vsat. OK. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que on va supposer que donc à t est égal à 0, donc le condensateur il va donc Vs, donc bien sûr le V+ que j'ai tracé ici, il est où le V+, et le V-, il suit donc cette équation là. Donc c'est la tension d'entrée. Et donc là, la tension d'entrée, donc je vais la tracer en quelle couleur? Donc VE, c'est en bleu. Et donc là, on va supposer qu'il va commencer par même bêta Vsat. Donc il va avoir une charge. Donc il va se charger jusqu'à atteindre moins bêta Vsat. Et donc là, je vais avoir un basculement. Et ce basculement, ça va se faire à l'instant que j'ai calculé, l'instant TB. Et donc là, je vais avoir ici, donc là, puisque Vs, donc Vs, il valait plus Vsat, donc lorsqu'il valait plus Vsat, donc là c'est-à-dire que j'ai la tension d'entrée qui va se charger dans ce sens-là. Et donc là, lorsque j'atteins TB, donc là on va avoir un basculement au moins Vsat de ma tension de sortie. Et donc là je vais avoir une décharge dans l'autre sens. Et donc là, j'ai créé un oscillateur. Donc cet oscillateur, il va se mettre à osciller. Donc il va générer des signaux créneaux. Donc sans l'intervention d'un dB ou quoi que ce soit. Donc c'est des oscillations spontanées. Donc on peut l'appeler aussi, c'est un générateur de créneaux parce que là ça me génère des créneaux que je peux régler leur période grâce à ce temps TB. Donc ça veut dire qu'il faut juste jouer sur les valeurs de bêta pour diminuer la période ou l'augmenter. Et donc finalement je trouve donc ce créneau jaune qui ressemble à ça. Donc voilà, donc c'est un multivibrateur astable. Donc c'est un montage qui est très classique et qui va donc compléter cette série sur donc le régime non linéaire. Donc j'espère que ça vous a rendu service et on se retrouve pour une autre vidéo. Donc au revoir.